Bonjour, mon nom est Dominique Dubuc. La présentation sera en français, mais il y a eu un petit imbroglio avec la langue, alors je serai la traduction simultanée de mon PowerPoint. Alors, le commissioning du pré-BIM au post-BIM, la vie en dehors du BIM de construction. Faire un petit résumé. Ça, c'est le schéma du BIM qui avait été prévu dans les années 2000. On est rendu à peu près à la phase 2, où est-ce qu'on a commencé à intégrer le BIM et qu'on commence maintenant à faire des outils intelligents pour pouvoir intégrer le BIM dans d'autres sphères que la construction, c'est-à-dire la gestion du bâtiment et même dans le pré-BIM, c'est-à-dire la conception et toute la préparation d'un projet. Alors, dans les années 80, on nous parlait de la CAO. Je comparais un petit peu la CAO à quelqu'un qui voulait ne pas utiliser le fax. Parce que quand les architectes ont fallu qu'ils lâchent leur table à dessin, il y a eu tellement de résistance que c'était à peu près l'équivalent de résister au fax. Alors, on est à peu près avec ça, avec la CAO, avec le BIM maintenant. Il y a une résistance, mais je pense qu'on ne pourra pas empêcher la vague de passer. Alors, je voulais faire ma présentation sur la différence entre le BIM de construction et le BIM de gestion. Deux visions, deux types de BIM. Alors, si je regarde un petit peu la vie d'un projet tel qu'il est fait selon un gabarit, ici c'est un projet de l'Université de Montréal avec une cédule prévue, bien, on voit les différentes étapes. C'est la vision, on voit le PFT qui est au début et les opérations qui sont à la fin. Mais dans la vraie vie, le projet, lui, est la petite barre noire qui est là. On va avoir une partie de la vie qui est de préparer le projet et l'ensemble de la vie va être après le projet BIM, c'est-à-dire au niveau de l'exploitation et de l'opération. Alors, le BIM est la gestion des actifs immobiliers. Alors, si je regarde un petit peu la vision Autodesk, on part de l'architecte, on fait tout le projet, on arrive à la fin et on remet à la fin un modèle au propriétaire pour qu'il puisse gérer son bâtiment. Malheureusement, nos clients à nous n'ont pas ce genre de projet. Ils ont un portfolio immobilier avec des bâtiments qui ont des plans papier, des plans CAD, des plans pas de plans et des modèles BIM qui nous arrivent à peu près à travers tout ça. Alors, on part de zéro d'information à une information au millimètre près qu'on doit gérer. Donc, on dit que dans le domaine de la gestion immobilière, le I est plus important que le M. Alors, monsieur en a parlé avant, on a plus besoin d'informations que de modélisation. Alors, dans le monde, une comparaison entre le monde de la construction et le monde de la gestion. Qu'est-ce qui est important dans le BIM, dans le monde de la construction? Clash detection, l'estimation, l'interopérabilité entre les logiciels, la planification énergétique. Dans le monde de la gestion, bien, les crises pour la sécurité, la gestion des espaces, la gestion des équipements et l'entretien des équipements, la gestion d'énergie. Donc, on a vraiment des concepts différents et ça prend différents types de BIM pour les gérer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Dans le cas de la construction, on fait beaucoup de BIM pour la mécanique, l'électricité, donc tous les tuyaux en 3D, les composantes architecturales ensemble, la démolition et comment on va mettre le projet, les caractéristiques des équipements. Quand on arrive dans le BIM de gestion, tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui est connecté en amont, en aval d'un équipement. Où est-ce que je peux fermer cet équipement-là? Dans quel switch que je vais fermer, qui va fermer mon équipement? On ne veut même pas savoir où est le tuyau, on ne veut pas savoir où est-ce qu'est le fil. On veut savoir comment c'est connecté, qu'est-ce qu'il gère. Donc, on a vraiment les finis. On ne veut même pas savoir la composition d'un mur, on veut savoir le fini. On veut savoir quand est-ce qu'on doit changer le fini, le plancher, la peinture. On veut savoir quels espaces sont libres en temps réel, qu'est-ce qui est libre, les inventaires des équipements. Donc, on est vraiment dans deux types de mondes différents avec des besoins spécifiques. Entre la fiction et la réalité, alors, si je regarde le monde parfait que Autodesk nous promet avec le BIM, je veux juste faire un parallèle avec ce que nous, on avait mis comme monde parfait en 1995, quand on a fondé la compagnie, qui était les échanges informatisés utilisant l'EDI. Les plans, ensemble, on allait tous travailler autour d'une armoire à plans, ça allait être merveilleux. Bien, là, c'était les problèmes au carré qu'on a eu. Maintenant, on va avoir des problèmes au cube. Alors, on passe du 2D au 3D, on va juste multiplier. Le problème est un problème humain. Les logiciels vont peut-être nous aider,
Mais si on veut faire du BIM, il faut principalement être capable de travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réalité à l'heure actuelle? Le pré-BIM, tout ce qui est en amont d'un projet, bien, les gens ramassent de l'information à gauche et à droite, produisent des PDF puis des fichiers Excel. On arrive dans le monde de la construction, ils modélisent tout, ils font ça en 3D, on fait des beaux modèles Revit qui finissent sur les clés USB. Et après ça, on a du post-BIM, on a des gens qui ont besoin de gérer les bâtiments, qui vont re-rentrer l'information dans Maximo ou dans Guide TI et qui vont essayer de rentrer cette information-là pour gérer. Qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant? C'est de lier les différents chaînons ensemble pour que l'information d'une étape serve à l'autre étape et soit un processus continu. Ça, c'est notre défi qu'on s'est donné. C'est un défi qui va prendre plusieurs années à réaliser. Alors, une piste de solution? Des formats. On a parlé de IFC Uniformat, on parlait de OmniClass et de COBie, deux sous-formats de IFC et Uniformat. Donc, on est dans les mêmes eaux. Utilisons des formats standardisés, c'est la solution pour pouvoir se parler. Je pourrais vous parler du IFC. Je pense que ceux qui ne connaissent pas encore la définition devraient l'apprendre par cœur. IFC est le format d'échange dans le domaine du BIM. Si je fais un petit peu un lien. Le BIM, c'est quoi? Des logiciels, des applications, de l'information alphanumérique et aussi graphique. IFC, c'est un standard d'échange. Il n'y a pas de logiciel IFC. Il n'y a qu'un standard entre différentes plateformes. Les données sont universelles et on a de l'information alphanumérique seulement, décodée après ça par les logiciels. Donc, on n'est pas du tout, c'est pas mélanger IFC avec le BIM. Le BIM est plus au niveau des logiciels. Uniformat versus IFC. Mais encore là, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Uniformat a pris 20 ans à être implanté. Depuis 1995 qu'on implante Uniformat. Il y a encore des éléments qui sont bons dans Uniformat. Il ne faudrait pas le jeter. Je pense que l'avenir est dans la synchronisation de ces formats-là. Donc, dans le cas d'Uniformat, c'est un bon standard qui est élémental et qui a 5 niveaux bien déterminés, bien clairs. Dans le cas d'IFC, c'est encore imparfait. C'est une norme qui a été faite avec des comités, des ingénieurs. Des fois, il y avait du monde, des fois, il n'y en avait pas de monde. Ça a donné un format qui est des fois un petit peu asymétrique. Certains secteurs sont plus développés que d'autres. Je pense qu'il faut travailler pour le rendre encore plus utile à l'ensemble des spécialités. Donc, si on parle du pré-BIM, comment commencer à incorporer le BIM en amont d'un projet? Bien, d'abord, pour un PFT, qu'est-ce qui est important? C'est de déterminer les besoins des usagers. Donc, c'était ça le but. Donc, c'est la commande. Et après, la validation du projet tout au long de sa réalisation pour s'assurer que le projet a bien été fait. Post-mortem, benchmarking, donc de pouvoir avoir un outil de comparaison de ce qui avait été prévu avec ce qui a été fait. Comment l'appliquer au BIM? Bien, dans le cas des besoins des usagers, c'est de créer une base de données des fiches techniques. On parlait de Codebook, on en a une nous aussi. C'est un système pour avoir une base de données de toutes les fiches techniques pour être capable de comparer les modèles qui seront faits avec ce que les usagers ont approuvé. Donc, cette piste-là. Alors, comment on fait avec les fiches techniques? Nous, on travaille avec un système avec 3 niveaux de fiches techniques. Une fiche technique générique, qui est générique à l'ensemble d'une organisation. Une fiche technique spécifique, qui est spécifique au projet qu'on va faire, et une fiche particulière qui, elle, reflète l'espace qu'on va construire. Alors, si je donne un exemple concret, ici, une fiche générique dans une université d'un bureau de professeur, on aurait une table, 2 chaises, une porte, des fenêtres. Si je vais au niveau spécifique, je commence à faire une école d'architecture, bien là, mon bureau va devenir un bureau d'un professeur d'architecture. J'ai rajouté pour tous les professeurs un bureau, une table avec des ordinateurs pour qu'ils puissent faire du BIM ou du CAD. Mais quand j'arrive au niveau de ma fiche particulière, bien, le docteur M. Smith, lui, à 80 ans, il n'en voulait pas d'ordinateur, c'est sa table à dessin qu'il voulait conserver. Il faut avoir une fiche technique pour ses besoins à lui. Donc, on crée ici un système hiérarchique qui va du plus générique au plus particulier, et le plus particulier va être approuvé par les usagers, et c'est ça qui va servir de base. On fait la même chose avec les équipements, donc on aura les espaces et les équipements. Donc,
Ça nous donne des bases de données espace équipement qui vont permettre de démarrer le projet aux côtés des professionnels et pour l'estimation, de commencer à faire de l'estimation à partir d'une base de données structurée. Si je continue en faisant une comparaison avec la partie conception-construction, et là, on va parler de la multiplication des modèles. Alors, on va commencer à avoir des modèles qui vont se créer de conception, qui vont se faire du côté des professionnels dans leur bureau, idéalement dans un bureau de projet, tout le monde au même endroit, avec une maquette unifiée. Et là, on va avoir ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On ne pourra pas dire « one model fits all », parce que dans les cas des projets qu'on a vus jusqu'à maintenant, le bâtiment est coupé en secteurs de bâtiments parce que c'est trop gros pour rentrer dans Revit. Après ça, on coupe ça par spécialité parce que chacun travaille un peu dans son coin. Et on multiplie ça, ça va donner des 50, 70 maquettes, modèles différents pour un même bâtiment. Là, c'est pour la conception. On va arriver à la construction. L'entrepreneur général, il ne veut pas ce modèle-là. Il va prendre une autre maquette, il va prendre la maquette, il va la transférer, il va commencer à intégrer ses dessins d'atelier, ses fournisseurs, il va commencer à changer sa maquette en fonction de la réalité du marché, des équipements qu'il va vraiment incorporer par ses sous-traitants. Donc, on va avoir un nouveau modèle, un nouveau set de modèles qui va apparaître, qui va être un modèle des maquettes de construction. Là, ce n'est pas tout. On rentre maintenant dans la partie commissioning, mise en service et opération du bâtiment. Mais à notre tour, nous, on va créer une nouvelle maquette parce qu'on ne pourra pas directement, avec tout le détail qu'il y a dans les maquettes Revit, commencer à gérer un bâtiment. On va avoir trop de morceaux. Il faut créer une maquette simplifiée où est-ce qu'on va mettre les éléments qu'on veut gérer et qui vont garder un élastique sur les maquettes qui ont servi à la conception et à la réalisation du bâtiment. Donc, on va avoir un nouveau set de modèles qui va être, lui, peut-être permettre d'avoir un seul modèle pour l'ensemble, mais avec beaucoup moins d'informations et qui va permettre à ce moment-là de faire les différentes fonctions de gestion des espaces, de maintien et d'entretien des préventifs et de maintien d'actifs. Alors, on arrive un petit peu dans l'idée du virtual commissioning, de la mise en service virtuelle, où pendant que les gens construisent, d'autres gens vont prendre les informations qui ont été créées par l'équipe de conception et de construction pour créer un modèle de gestion qui peut commencer à opérer le bâtiment avant même qu'il soit construit. C'est-à-dire qu'on va commencer à transmettre des informations pour l'entretien préventif, pour tout ce qui est équipement, tous les services qui sont autour d'un bâtiment, téléphonie, informatique, serrurerie, etc., planification des déménagements, étiquetage, numérotation des locaux, bref, toutes des choses qu'à un moment donné, on livre le bâtiment et on commence à faire après. Donc, l'idée, c'est de le faire en parallèle, de livrer le bâtiment virtuellement pour qu'il puisse être mis en service avant même qu'il soit livré. Alors, les avantages, c'est de pouvoir avoir de l'information sur les coûts de maintenance, les coûts d'opération, les cédules d'achat, les coûts humains de l'activité humaine à travers un bâtiment, la téléphonie, etc., et de pouvoir faire l'optimisation de l'implantation des gens, les déménagements, etc., la gestion l'interopérabilité entre les différents systèmes qui vont être installés. Ce qui nous amène à l'ère du big data. Donc, à partir de ce qu'on est en train de produire, on va avoir de plus en plus de bases d'informations. Rajoutons à ça en plus l'Internet des objets qui va commencer à nous envoyer des données sur les bâtiments au fur et à mesure que ces bâtiments-là vont être mis en opération. Et là, on tombe dans l'ère du big data, que je dis en français le trop de données, ou les mégadonnées en le terme exact. Alors, qu'est-ce que le big data? Bien, je vais vous montrer quelques citations. Du côté de Wikipédia, c'est l'ensemble des données tellement volumineux qu'il en devient difficile à travailler avec des outils classiques de gestion. Selon une donnée, on est rendu à avoir 2,8 zeta-octets en 2012 de données produites et 40 zeta-octets en 2020. Des zeta-octets, c'est 10 à la 21 données. Alors, dans le fond, on est en train d'avoir énormément de données et ça va être un des grands défis du monde de l'informatique, de gérer ces trop de données-là. Alors, quel est le problème avec le big data? La difficulté de trouver les erreurs dans tous les logiciels qu'on est en train de mettre en place, surtout dans le monde du IWMS, de tout ce qui est Integrated Workspace Management System.
Les mises à jour demandent beaucoup de temps, parce que là, on livre un bâtiment, mais là, il commence à changer immédiatement. Il est déjà en train de changer au fur et à mesure que les usagers vont rentrer. On se met à le remodifier. Alors, il n'y a pas de modèle qui va être parfait. Il va commencer à mettre à jour. Donc, la difficulté de mettre toutes ces données-là à jour. Les demandes de plus en plus fréquentes de rapports et de graphiques et de l'information les clients demandent de plus en plus d'informations sur leur bâtiment. Donc, il faut en plus générer des moyens d'aller voir, de communiquer l'information qu'on génère et la difficulté d'aller consulter un détail en particulier quand on le cherche. Alors, comment visualiser le big data? Bien, je vais vous montrer déjà ce qu'en pense IBM. Ici, c'est la visualisation de Wikipédia vue par IBM. Alors, ça vous donne une façon de voir un peu le nombre de fréquences et CSA. Bien, nous, on a décidé de faire le même type d'approche, mais sur de la volumétrie 3D. Donc, à partir d'un bâtiment modélisé, suite à des modèles qui ont été faits ou à la traduction de plans 2D en 3D, on utilise des outils qui nous permettent de visualiser. Et là, j'ai un petit vidéo que je vais peut-être démarrer. Voilà. Ça va nous permettre. Alors, l'exemple que je vais montrer ici, bon, on a appelé ça le Collège Champlain pour les États-Unis, mais c'est le Cégep Sainte-Foy pour les gens, pour être plus terre à terre. Alors, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un modèle. Alors, les données sont transmises sur Google Earth. Évidemment, ils ont été transmis, ils sont en BIM dans notre système, en IFC. On les traduit en Collada pour être capable de les visualiser. Et à partir de là, on est capable d'avoir l'information qu'on connaît sur un bâtiment, les différentes vocations des locaux, mais ça pourrait être les départements, les programmes, etc. Donc, on a ici toute l'information qu'on doit gérer au quotidien, qu'on peut visualiser à partir d'un modèle. Donc, je peux tourner en 2D et en 3D mon bâtiment. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au groupe Planifica de Québec, avec les rapports qu'ils ont faits sur le maintien d'actifs, donc c'est des rapports qui ont été produits avec le logiciel VFA, de les visualiser directement à partir des plans, donc les différentes couleurs avec les codes uniformat qui sont là, donc les différents types, ici c'est le fini. Les couleurs représentent les durées de vie des différents matériaux. Donc on a été capable de visualiser des matériaux, la durée de vie des matériaux en fonction des différents codes sur un modèle 3D que je peux visualiser et ouvrir et fermer à volonté. Donc, c'est pour montrer ici un différent. Donc, on est capable de classer. Donc, l'information, la communication entre VFA et notre système s'est faite via Uniformat. Donc, toutes les données ont été compilées en Uniformat de façon à ce qu'on ait pu les afficher dans des plans, les transmettre en modélisation 3D, puis à partir de là, les colorier ici. Là, je pourrais faire la même chose avec le 4D, c'est-à-dire que je pourrais ramener le curseur du temps et d'être capable de visualiser à la date, l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, en déplaçant un curseur. Donc, ça, c'est pour terminer. Alors, je suis très bien dans mon temps, donc je vais juste terminer la vidéo. Et ça va nous amener vers une autre façon ensuite qu'on a de visualiser. Alors ici, c'est les usages, les pièces. Voilà. Donc, c'est une approche d'être capable d'utiliser le BIM. Pourquoi on a utilisé ici Google Earth? C'est beaucoup plus facile pour les clients d'avoir un outil facile comme ça que d'utiliser Solibri, que je vais montrer dans 2 secondes, qui est un outil plus ardu pour communiquer. Alors ici, on fait la visualisation également avec du format IFC avec Solibri, mais ça prend un niveau de connaissance beaucoup plus grand pour manipuler un modèle. Même si on n'a pas Revit sur notre poste, qu'on a un outil comme celui-là, c'est quand même ardu de décortiquer les modèles. Ce qui m'amène à une autre façon de visualiser l'information, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait de l'information tellement disparate, des plans papier avec une précision affreuse, des plans BIM avec une très grande précision, des relevés géomatiques qui sont rendus au millimètre près. On avait un problème de comment ramener toutes ces données-là, visualisables dans des plans, à une échelle regardable. Et c'est pourquoi on a développé un nouveau concept qui s'appelle les voxels, qui est 1/10 à l'échelle planétaire. Alors, vous avez des degrés, des minutes, des secondes, des dixièmes de seconde, et 1/10 de seconde représente 3 mètres à l'équateur. Donc, ici, à Montréal, on parle de 3 mètres par 2,7 mètres. Donc, un voxel est une pièce, comme un local à peu près 10 pieds par 10 pieds, 10 pieds par 7 pieds,
qui nous permet de donner des valeurs. Alors, je vais partir ici un petit vidéo pour nous permettre de mieux comprendre un petit peu l'idée des voxels. C'est pour être capable d'intercepter des données provenant de tous les autres systèmes et d'essayer de les traiter en temps réel pour pouvoir avoir une estimation de ce qui se passe dans mon bâtiment. Alors, si je pars juste pour l'explication, de l'équateur, je divise. Alors, l'avantage du voxel, c'est que c'est une adresse fixe dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que cette adresse-là ne changera jamais. Je peux réaménager 10 fois le local ici, mais mon voxel va toujours avoir le même nom. Donc, un équipement qui est au plafond est associé à un voxel, il va toujours rester avec la même adresse, indépendamment du réaménagement que je vais faire. Donc, on est capable d'avoir une permanence dans les bases de données qui nous permet de suivre, à partir des différents logiciels IWMS, de suivre l'information à partir d'un équipement ou d'un espace. Alors, comment on fonctionne pour cartographier la planète ou un bâtiment? On part ici à partir des plans qu'on a, papier ou CAD, préférément CAD, éventuellement des modèles BIM. On les superpose sur une maquette 3D, qu'on vient placer cette maquette 3D-là sur la planète, utilisant soit Google Earth, soit un logiciel géomatique ou des cartes géomatiques. Comme dans le cas de la Ville de Montréal, ici, c'est l'hôtel de ville. Donc, on parle des cartes géomatiques de la ville. Et de géoréférencier mon bâtiment de façon à être capable de cartographier à l'intérieur l'ensemble du bâtiment en voxel en dixièmes de seconde. Après ça, ça va me permettre d'analyser en temps réel l'information provenant de d'autres systèmes. Ça pourrait être de l'occupation, ça pourrait être la densité d'utilisation des espaces, le type d'information, le chauffage, la climatisation. Donc, le voxel devient pour nous un réceptacle capable de ramasser de l'information provenant de plusieurs systèmes et la moyenne au bâton de ce réceptacle-là me donne une couleur. Je pourrais comparer ça à une carte de météo, quand on voit la simulation du temps qu'il fera demain. Bien, on voit des cartes météo qui passent à l'écran avec des nuages. Bien, on fait la même chose ici. Ce sera des nuages dans le bâtiment qui nous permettent de visualiser le big data provenant de tous les systèmes et toutes les données qui nous sont produites. Tout ça à partir des maquettes, des plans, soit des maquettes Revit ou soit des plans qu'on avait, que le client nous a donnés. Alors, à partir d'un bâtiment, on va commencer à étendre ça à l'ensemble des bâtiments et après ça, à la planète au complet. Voilà. Alors, c'est vers ce type de recherche que notre société, en ce moment, s'en va, vers de la recherche appliquée au domaine du BIM. Merci beaucoup.